Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. La nouvelle qui a évidemment marqué toute la paléontologie française du mois de juin, ça a été l'annonce du décès de Yves Coppens le 22 juin 2022. Évidemment, toutes nos pensées vont à sa famille, ses collègues et tous les gens qui le connaissaient. Donc Yves Coppens, est-ce qu'il faut encore le présenter? Grand paléontologue français qui a énormément œuvré à vulgariser notamment la paléoanthropologie et l'évolution humaine dans notre pays au travers de nombreux livres et de nombreux documentaires. C'était un grand vulgarisateur en plus d'être un grand scientifique. J'ai envie de dire, alors évidemment il y a pas mal de gens qui nous ont demandé est-ce qu'on allait faire une vidéo hommage à Yves Coppens. La réponse est pas vraiment, parce que le problème c'est que je ne connais pas suffisamment la biographie d'Yves Coppens pour lui rendre un hommage correct. Et j'ai envie de dire de ce point de vue-là qu'il y a beaucoup de gens qui devraient, on va dire, lire des biographies de Yves Coppens avant de leur rendre hommage, parce que il y a je ne sais combien de gens et notamment d'articles de presse qui ont pleuré la mort du papa de Lucie. Alors si Lucie devait avoir un papa uniquement, parce que évidemment Lucie étant une découverte scientifique, la découverte de l'Australopithecus, Lucie, Australopithecus afarensis, faite dans les années 70, est-il nécessaire de le rappeler? Mais voilà, la découverte de Lucie, comme toute découverte scientifique, a été une découverte collective, donc déjà, Lucie a-t-elle un papa? Ce serait déjà débattable, mais si Lucie devait avoir un seul et unique papa, ce serait Donald Johanson. Puisque c'est Donald Johanson qui a découvert Lucie. Il n'était pas tout seul, mais en tout cas, Yves Coppens, il faisait pas partie de la bande qui a découvert Lucie. Il faisait partie de l'équipe. Il avait organisé d'ailleurs l'équipe qui est allée fouiller, donc c'était lui le directeur des fouilles, mais il n'était en aucun cas sur place au moment de la découverte de Lucie. Donc s'il devait y avoir un papa à Lucie, ce serait Donald Johanson. Donc le papa de Lucie va très bien. Lucie n'est pas orpheline, comme on a pu le lire souvent dans les articles de presse, et c'est dommage en fait de vouloir rendre un hommage à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et du coup de le faire mal. Il a fait suffisamment de choses, Yves Coppens, pour qu'on n'ait pas à lui attribuer des choses qu'il n'a pas faites. Voilà, c'est pas que j'essaie de jouer les débunkers en voulant tout prix être un rabat-joie et dire Yves Coppens il a rien fait, non, c'est pas ça du tout que je dis. Yves Coppens il a fait des tas de grandes choses. Mais ce serait bien de rappeler ces choses-là, et pas les choses qu'il n'a pas faites. Donc lisez des biographies avant de faire des hommages en tirant à côté, là, voilà. Parce que bon, si vous voulez faire un hommage à Marie Curie, vous allez pas dire Marie Curie a marché sur la Lune, hein. Voilà. Bon bah c'est pareil pour Yves Coppens. Si vous voulez vraiment lui rendre hommage, parlez des choses que il a réellement fait, pas des choses que les médias lui ont attribuées. Je sais pas exactement d'où ça vient cette histoire de Yves Coppens, papa de Lucie. Faites attention, voilà. Si vous voulez rendre un bel hommage à quelqu'un, rendez-lui hommage correctement, Voilà, avec les choses qu'il a réellement accomplies, que il ou elle a réellement accompli. Ou alors, faites comme moi, abstenez-vous. Moi, je connais pas suffisamment Yves Coppens. Si j'arrive à trouver quelqu'un pour répondre à la question, vais-je faire une vidéo? Si j'arrive à trouver quelqu'un pour faire une interview d'une personne qui peut parler d'Yves Coppens, qui l'a suffisamment bien connu, je le ferai. Voilà pour Yves Coppens. On le salue. Il a accompli de grandes choses et on espère que son travail ne sera pas oublié. Une autre grande annonce, alors maintenant on va attaquer les choses à propos d'Internet avant d'attaquer les articles à proprement parler. Donc une grande annonce qui a été faite sur Internet mais qui n'est pas encore publiée dans des revues à comité de lecture, c'est la découverte qui a été faite quelques jours avant, je crois que c'était le 21 juin. Ils ont annoncé la découverte de ce mammouth, et alors ce mammouth n'est pas un mammouth laineux de Sibérie, ce serait déjà super fragilistique s'il s'agissait d'un mammouth complet, d'un bébé mammouth complet de Sibérie, mais non, ce n'est pas un mammouth complet de Sibérie, c'est un mammouth complet d'Amérique du Nord. Il vient du Yukon, qui est une province du Canada juste à côté de l'Alaska, et ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un mammouth laineux, il s'agit probablement d'un mammouth de Colomb, Mammuthus columbi, et ce serait donc le premier Mammuthus columbi complet qui est retrouvé ainsi préservé dans le permafrost. Et ça veut dire qu'on va faire de grandes découvertes à propos de cette espèce.
même du même acabit que ce qu'on a réussi à découvrir grâce aux découvertes de mammouths laineux congelés en Sibérie. Donc ça annonce de grandes découvertes pour le futur. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Il a même pas de date. Pour l'instant, on estime la date à 30 000, 40 000 ans. C'est quand même de la grosse fourchette à ce niveau-là. Donc 30 000, 40 000 ans, on n'est même pas sûr au final que ce soit Mammutus columbi. On est en Amérique du Nord, on est à l'ère glaciaire, donc durant la dernière ère glaciaire, on est quand même en droit de supposer que c'est Mammutus columbi, mais on verra bien les études futures, ce qu'elles en diront. En tout cas, ça annonce de belles découvertes dans le futur, mais on va attendre qu'il soit daté, on va attendre qu'il soit étudié, on va attendre qu'il soit disséqué surtout. Et on espère qu'il aura un petit cerveau comme Yuka, parce que Yuka, le mammouth de Sibérie, il avait un cerveau. Alors on espère qu'on pourra étudier aussi le cerveau, parce que c'est pas souvent qu'on a des cerveaux d'espèces éteintes. On continue avec Internet pour vous annoncer notre programme de l'été. Donc on va parler un petit peu d'une chaîne qui s'appelle Entracte Science, et on va parler notamment de notre programme de l'été. Alors cet été, est-ce que les cours vont revenir? Question qu'on m'a beaucoup posée. Alors la réponse est non, parce que je n'ai plus de cours à vous donner, je vous ai tout filé, ça fait 3 ou 4 ans que je vous donne des cours chaque été, c'est bon, j'ai gratté le fond, j'ai plus rien. Par contre, il me reste des conférences, donc ce que je vais faire, c'est que cet été, je vais vous donner les conférences que j'ai pu donner à droite et à gauche sur différents sujets. Notamment, là, je vais essayer de centrer la thématique sur la paléoneurologie, parce que j'ai vu que vous aviez beaucoup aimé la vidéo sur l'évolution du cerveau des homininés. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas une série de conférences sur la paléoneurologie. Donc je vais vous donner mes conférences sur la paléoneurologie. Ce sera notre fil rouge de l'été, au lieu de faire les cours. Les cours reviendront peut-être un jour dans une version mise à jour, mais là pour l'instant ça fait juste pas suffisamment longtemps que je les ai mis en ligne pour justifier une mise à jour de tous mes cours. Il y en a qui ont besoin d'être mis à jour, parce qu'évidemment la science progresse tout le temps. Donc il y en a qui ont déjà besoin d'être mis à jour, mais bon, ça c'est beaucoup d'efforts et il faut tout réenregistrer, etc., etc. Et puis bon, j'ai envie d'en faire un fil rouge. Voilà, j'ai pas envie de juste refaire un cours par-ci par-là. Donc là, j'ai un beau fil rouge à dérouler au niveau de la paléoneurologie et c'est ça qu'on va faire. Et en parallèle, je vous annonce un partenariat avec le musée de l'Odève. L'Odève qui se trouve dans le sud de la France, entre Montpellier et Béziers. L'Odève qui se trouve en plein cœur de ces dépôts de couches rouges qui datent du Permien, donc exactement ce que moi j'adore, et juste au pied des causses du Larzac qui ont donné tellement de fossiles d'empreintes de pattes de dinosaures et d'ichthyosaures et le fameux plésiosaure Occitanosaurus tournemirensis. Donc c'est vraiment l'Odève est vraiment localisée à un endroit clé pour la paléontologie française. Et le musée de l'Odève a tout récemment revu sa muséographie, remise à neuf complètement. Il y a même des ichthyosaures avec de la peau préservée dans le musée, donc c'est quand même assez ouf. Et on a décidé, ils nous ont invités à faire un partenariat avec eux. Ils vont nous donner plein d'images, plein de contenus. On va parler de ce qu'ils ont dans leur musée et on va faire ça. On va commencer, alors on en parle déjà tout de suite, mais on va commencer à le faire vraiment sur la chaîne Twitch de Miss Plume, puisque Miss Plume a ouvert une chaîne Twitch, et donc on va commencer par faire un live sur la chaîne de Miss Plume. Donc surveillez bien les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et puis aussi le YouTube. Je pense qu'on fera une petite vidéo pour annoncer quand exactement sera le premier live sur la chaîne Twitch. Mais voilà, pendant l'été, on va faire des lives hebdomadaires sur la chaîne Twitch, si la technique le peut. Parce que hélas, mon ordi commence à montrer des signes de faiblesse assez évidents. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, l'Afrique du Sud subit une vague de pas d'électricité assez violente. Donc on va pas non plus trop s'avancer sur le programme de l'été, mais normalement, si tout se passe bien, vous aurez un live hebdomadaire sur la chaîne de Miss Plume sur Twitch. Le premier étant à propos du musée de l'Odève. Et vous aurez une vidéo hebdomadaire sur la chaîne YouTube qui sera à propos de la paléoneurologie. Voilà, donc vous allez être gâtés normalement cet été. Et puis évidemment, je vous invite à aller visiter le musée de l'Odève si vous êtes dans le sud de la France, parce que c'est un très très beau musée. Comme je vous ai dit, la muséographie a été complètement revue et corrigée tout récemment. Et surtout, ça fait partie de ces musées qui montrent des découvertes locales. Vous voyez, c'est pas des musées qui sont allés chercher des fossiles à l'époque coloniale à l'autre bout du monde. C'est un fossile qui montre vraiment des choses qui ont été découvertes dans le coin
joint, vous avez les couches rouges du Permien, d'où viennent ces insectes, par exemple, c'est magnifique, c'est des méganeuras, quoi, c'est proche des méganeuras. Et vous avez des empreintes de pas de dinosaures et d'autres animaux du Permien aussi, et des animaux du Trias qui ne sont pas des dinosaures, comme le Chirotherium, le fameux Chirotherium. Vous avez les ammonites et tout ce qui est du Larzac, donc comme je le disais, les ichthyosaures, les plésiosaures. Il y a vraiment tellement de choses. Il y a tellement de choses au musée de l'EODEF, donc voilà. Si vous avez l'occasion d'y passer, allez-y, c'est que du bon, c'est très très joli. Et nous, on vous en reparle sur la chaîne de Miss Plume sur Twitch. Donc ça, c'était pour les choses qu'on va faire. Maintenant, les choses qu'on ne va pas faire. S'il y a bien un truc que je ne vais pas faire, c'est un débunkage et pénitence sur Dieu, la science et l'épreuve, le nouveau livre de Bolloré et Bonassi, qui tente de réconcilier Dieu et la science, et qui évidemment est un brûlot créationniste, devais-je le préciser. Donc non, je ne ferai pas de vidéo débunkage de Dieu, la science et l'épreuve. Premièrement, parce que j'ai lu le bouquin, et autant j'ai pas lu tout le bouquin, j'ai lu les passages sur la biologie évolutive. Évidemment, il y a tout un chapitre sur la biologie évolutive, donc j'ai lu le chapitre sur la biologie évolutive, et honnêtement, il y a vraiment pas de quoi s'arrêter dessus. Enfin, j'espérais que les gars proposeraient un livre dans lequel il y aurait des choses nouvelles. Je veux dire, si vous proposez un nouveau livre, vous proposez des idées nouvelles, bah même pas. C'est que des vieilles idées, c'est que de la ressucée d'apologètes chrétiens et nord-américains et de ce qu'ils ont fait depuis les années 70. Donc, en gros, on a déjà tout débunké sur la chaîne. Tout ce qu'il y a dans ce livre a déjà été débunké 1000 fois sur cette chaîne. Donc, allez voir la vidéo sur l'intelligent design qu'on a fait, et vous aurez un débunkage, basiquement, de Dieu, la science et l'épreuve que nous avons réalisé avant même la publication du livre, quoi. Tellement les arguments sont déjà éculés. Allez voir la vidéo ce qu'il faudrait pour me convaincre que l'évolution n'existe pas, voilà. Ça aussi, c'est voilà ce qui marcherait réellement pour démontrer que l'évolution n'existe pas. C'est ça le but de la vidéo, et rien de tout ça n'est dans ce bouquin. On a déjà débunké ça 1000 fois, donc je vais pas le refaire encore une fois. N'importe quelle page blog créationniste a déjà présenté les mêmes arguments que ceux qui sont balancés dans ce bouquin, quoi. Et la deuxième raison pour laquelle je referai pas un débunkage et pénitence, c'est parce que j'ai déjà assez souffert, quoi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors voilà, je referai pas un débunkage et pénitence, hein, c'est bon. Même si je l'ai bien mérité, j'avoue. Mais dernièrement, j'ai dit quelques bêtises. Mais bref. Non, on fera pas un débunkage et pénitence. Et puis, de toute façon, les arguments qui sont balancés là-dedans, de toute façon, ils sont tous du même acabit que les arguments qu'on a le droit d'habitude, c'est-à-dire, c'est trop compliqué, alors du coup, la probabilité de jeter toutes les pièces d'un avion dans une tornade et que ça forme un avion, nanani, nanania. Enfin bref, on nous avance des arguments mathématiques sans jamais réellement faire les calculs, hein, parce que qu'est-ce qui vous dit qu'après tout, balancer les pièces d'un avion dans une tornade pendant 10 milliards d'années, ça finirait pas par former la vie, hein, parce que je rappelle que la vie n'est apparue sur Terre qu'au 10 milliardième anniversaire de l'univers. Donc qu'est-ce qui vous dit que balancer les pièces d'une voiture dans une tornade pendant 10 milliards d'années va pas finir par assembler une bagnole, ne serait-ce que par hasard, tu vois? Cet argument-là, vous pouvez le jeter à la poubelle, et c'est basiquement le seul argument qu'ils ont. Voilà. Donc c'est trop compliqué, donc c'est pas probable, donc c'est forcément Dieu. Bon. Et pendant ce temps-là, les vrais scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Et ben pendant ce temps-là, les vrais scientifiques, ils sortent une série de 3 articles, hein, qui viennent tout juste de sortir durant le mois de mai-juin. 3 articles qui démontrent coup sur coup que 1. Les nucléotides, donc les briques de base de l'ADN et de l'ARN, peuvent exister dans l'espace sur des astéroïdes. Enfin, en l'occurrence sur des météorites, puisqu'elles se sont écrasées sur Terre. L'astéroïde c'est dans le ciel, une météorite c'est sur Terre. J'ai bien retenu le message. Je sais plus qui me l'avait envoyé, hein, je me t'ai fait engueuler, mais voilà. Donc premier article, les bases, les nucléobases, donc les nucléotides, la purine notamment et la pyrimidine, peuvent se former dans le milieu le plus hostile qui soit à la vie, à savoir les astéroïdes. Deuxième article, étude de l'astéroïde Ryugu par une équipe japonaise, une grosse équipe japonaise, publiée dans la revue Proceedings of Japanese Academy of Science, nous dit que ce sont les acides aminés
qui peuvent se former dans les météorites, hein, et en l'occurrence, enfin dans les astéroïdes, et notamment les 20 acides aminés qui servent à la vie, enfin la vingtaine d'acides aminés qui servent réellement à la vie, mais en réalité dans les météorites, ça fait depuis la météorite de Murchison qu'on sait que les acides aminés peuvent se former dans les astéroïdes, et pas seulement ceux nécessaires à la vie, hein. Donc il y a beaucoup plus d'acides aminés que ceux qui sont nécessaires à la vie, et beaucoup d'entre eux se forment sans qu'on leur demande rien dans les astéroïdes. Et le dernier article ici qui nous dit que non seulement on voit se former naturellement dans les astéroïdes des acides aminés et des nucléotides, mais en plus sur Terre, sur les basaltes, donc sur le basalte qui forme du verre quand il se refroidit très vite, eh bien ce verre va servir de catalyseur pour former de longues chaînes d'ARN qui se forment absolument naturellement. Voilà. L'ARN qui se forme absolument naturellement sur du basalte sur Terre. Tout se passe comme si les briques de base de la vie pouvaient apparaître tout à fait spontanément, hein, sans que la vie existe, dans des milieux extrêmement hostiles à la vie, et qu'elles pouvaient s'assembler en des structures trop complexes. Donc non, en fait, c'est pas trop complexe. Hein, les briques de base de la vie préexistent à la vie, y compris dans des environnements qui lui sont complètement hostiles, et ces briques de base peuvent s'assembler tout à fait spontanément, comme le montre cet article. On savait aussi que les nucléotides pouvaient s'assembler en longues chaînes d'ARN sur un minéral qui s'appelle, enfin sur un argile qui s'appelle la montmorillonite, ça on le savait depuis très longtemps, et on sait depuis très longtemps que les nucléotides et les acides aminés peuvent aussi se former sur Terre, dans la soupe primitive, grâce à l'expérience de Miller, et à toutes les observations qui ont été faites après. Parce qu'évidemment, l'expérience de Miller, c'était dans les années 50, mais vous imaginez bien qu'ils se sont pas arrêtés là, hein. Vous imaginez bien que les autres gars, ils ont vu l'expérience de Miller, ils ont fait, attends, si on le refaisait, ça. Parce que je suis pas sûr que ça marche réellement, ou je suis pas sûr que ça marche si on change les ingrédients, ou je suis pas sûr que ça marche tout court, enfin... Vous imaginez bien que ça a été fait et refait, pété et répété des milliers de fois, l'expérience de Miller, hein. Et encore maintenant, hein, je veux dire, je suis sûr qu'à l'heure où je parle, il y en a au moins 5 expériences de Miller qui tournent encore. Évidemment que les gens se sont pas contentés de le croire sur parole, Miller. Donc, il n'y a pas besoin d'un gros doigt magique venu du ciel pour que les briques de base se forment, qui sont déjà très complexes en soi, et pour que ces briques de base s'assemblent entre elles pour former une chimie encore plus complexe. La vie, c'est que de la chimie complexe. Mais il n'y a rien de surnaturel dedans. Si vous zoomez suffisamment fort sur une cellule vivante, vous n'y verrez que de la chimie simple. C'est juste que, tous ensemble, ça fait une chimie complexe que nous, êtres humains, appelons le vivant. Mais en soi, c'est que de la chimie. C'est que de la biochimie. Ces articles, ils sont un peu velus, alors je vais pas aller trop en profondeur dedans, hein, parce que c'est de la biochimie. C'est un des grands mensonges des créationnistes, c'est de vous faire croire que les biologistes de l'évolution et les paléontologues ont leur mot à dire sur ça. Non, on n'a pas notre mot à dire, non. C'est vraiment une histoire de biochimie, l'origine de la vie. J'avais déjà fait une vidéo sur la biogénèse, donc je vais pas plus élaborer là-dessus. Et de fait, là, en 3 articles sortis coup sur coup, dans 3 revues scientifiques à comité de lecture, on a 3 preuves impossibles à ignorer que bah non, en fait, la chimie complexe n'a rien à voir avec le vivant. Elle existe déjà par elle-même. Et le vivant, bah c'est probablement un accident. Un accident d'assemblage de tout ça qui a commencé à s'auto-répliquer. Je rappelle que le vivant, c'est jamais que de l'auto-réplication, hein. C'est juste ça. Et la chimie du vivant, encore une fois, ce qui indique de toute façon que le vivant est d'origine chimique de base, hein, que le vivant n'a rien de spécial, bah c'est que si vous regardez suffisamment, si vous zoomez suffisamment sur une cellule vivante, vous n'y verrez que des processus chimiques qui existent par ailleurs à l'extérieur du vivant. Il y a rien de magique dans le vivant. Il y a aucune force vitale, il y a rien de spécifique au vivant, c'est juste de la chimie. C'est de la chimie ultra complexe, mais vous pouvez la casser en petites briques et comprendre les briques indépendamment les unes des autres. Il y a aucun problème à ça. Le vivant n'a rien de spécial. Et ces 3 articles-là nous le démontrent. Et contrairement à ce que vous pourrez lire dans les revues de presse, hein, ces articles ne démontrent pas que la vie et contrairement à ce que vous pourriez vous imaginer en voyant des nucléotides se former dans les météorites, ça n'indique absolument pas que la vie est apparue en dehors de la Terre et a ensuite été bombardée sur Terre.
Parce que ça, c'est un truc qui revient tout le temps dès qu'on trouve des nucléotides ou des acides aminés. Je vous rappelle qu'on découvre des nucléotides et des acides aminés dans les météorites depuis la météorite de Murchison, c'est-à-dire depuis les années 70. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des nucléotides et des acides aminés dans les météorites. Hein, c'est pas nouveau, c'est pas venu avec ces 3 articles-là. C'est juste que maintenant, on en découvre de plus en plus, à tel point que on se disait que la météorite de Murchison pouvait être une exception. En fait, on se rend compte que la météorite de Murchison, c'est la règle. Je veux dire, maintenant, on a Ryugu qui nous donne des acides aminés, en veux-tu, en voilà. Même beaucoup plus, d'ailleurs, que ce que la vie a besoin. La vie n'a besoin que d'une vingtaine d'acides aminés. Les météorites en ont donné des centaines d'acides aminés. Donc, encore une preuve, d'ailleurs, que la chimie du vivant n'a pas besoin d'un gros doigt divin pour apparaître. C'est-à-dire que la chimie du vivant n'a pris qu'une petite fraction de ce qui existait, en fait. De ce qui était déjà préexistant. Donc c'est bien la preuve que ces acides aminés sont pas formés par un doigt divin pour la vie. Ça n'a pas été inventé pour la vie. Si vous voulez, le corollaire d'une existence de la vie qui aurait été créée par une intelligence supérieure, c'est que cette chimie du vivant ne pourrait exister que en présence de vie, que pour la vie. Or là, on est dans des environnements ultra hostiles à la vie, hein, je veux dire le vide spatial. Il n'y a pas plus hostile à la vie que le vide spatial. Pitié par les tardigrades. Ne me sortez pas les tardigrades. Les tardigrades ne vivent pas dans l'espace. Ils survivent dans un état de spore, un état complètement déshydraté. Ils ne vivent pas dans l'espace, les tardigrades. Ils survivent et encore pas très longtemps. Voilà, bon. Donc, dans cet environnement si hostile à la vie qu'est le vide spatial, il y a de la chimie qu'on retrouve après dans le vivant. Et ça vous montre que du coup, cette chimie peut apparaître dans un environnement hostile au vivant, comme par exemple la Terre primitive. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est venu de l'espace. Et surtout, ça veut dire que cette chimie existe indépendamment du vivant. C'est-à-dire que c'est pas une volonté divine d'associer cette chimie au vivant. Elle existe indépendamment du vivant, et ça, c'est complètement contraire à l'idée que se ferait un créationniste de l'origine du vivant. Ça invalide totalement la position créationniste, parce que, si cette chimie du vivant existe indépendamment du vivant, y compris dans des environnements hostiles au vivant, ça veut dire qu'elle n'a rien à voir avec le vivant. Et donc, elle n'a pas été créée pour ça. Et donc, il n'y a pas de dessin intelligent. On continue avec les grandes icônes de l'évolution. Alors, on atteint, évidemment, quand on parle de grandes icônes de l'évolution, on pense à Australopithecus, évidemment. Donc, publié dans la revue PNAS, Proceedings of the National American Society, je sais pas quoi. PNAS, c'est un journal qui est très qui est très connu. Qui est très réputé, mais je ne sais plus de quoi c'est l'abréviation. Honte sur moi, peu importe. Avec une équipe qui inclut notamment Laurent Brussel, le chercheur français Laurent Brussel, donc qui est donc un grand spécialiste de l'étude des grottes, notamment des grottes du sud de l'Afrique. Ils ont réétudié la grotte de Sterkfontein, qui a donné notamment certains des plus fameux exemples d'Australopithecus africanus, donc le pendant sud-africain de Australopithecus afarensis, qui est d'Afrique de l'Est. Donc Australopithecus africanus, qui normalement est généralement daté de 2,5 millions d'années, mais en révisant la stratigraphie de la grotte de Sterkfontein, où la plupart des exemples d'Australopithecus africanus ont été trouvés, ils se sont rendus compte que c'était un joyeux bordel, parce que tout simplement dans les grottes, alors contrairement à un dépôt de plaine d'inondations où les inondations amènent des sédiments qui vont se déposer les unes sur les autres gentiment, dans une grotte, c'est le merdier. Parce que dans une grotte, vous avez des trucs qui se déposent de bas en haut, normal, hein, c'est la gravité, ça se dépose de bas en haut. Mais dans les grottes, vous avez aussi des trucs qui s'appellent des stalactites et qui se déposent de haut en bas. Donc le plus jeune est en bas et le plus vieux est en haut. Et ça, c'est complètement l'inverse de ce qu'on croit savoir en stratigraphie. Et au milieu, vous avez des trucs qui s'appellent des flowstones. Et alors les flowstones, ça dissout tout et ça remélange tout. Et puis de temps en temps, vous avez de la décalcification qui a lieu quand de l'eau circule, et des redépositions, donc vous avez du remaniement, et c'est un foutoir innommable, la stratigraphie d'une grotte. Mais Laurent Brussel a résolu tout ça dans la grotte de Sterkfontein,
Et il y a une datation, alors une datation qu'ils disent par radionucléides cosmogéniques, voilà, cosmogéniques nucléides. Donc les radionucléides cosmogéniques, en fait, ce sont c'est de la matière radioactive qui est formée par le Soleil quand il touche la roche. Donc ça devient radioactif à cause des rayons du Soleil, et de fait, quand c'est enterré, dans une grotte par exemple, bah ça arrête de recevoir des radiations, donc la matière radioactive commence à se décomposer, donc elle émet des radiations, et elle se désagrège petit à petit. Et exactement comme pour le carbone 14, on connaît la vitesse à laquelle ces radiations sont émises, et du coup, on est capable de dater la roche. Voilà. On a fait toute une vidéo sur les datations, les méthodes de datation. C'est une vidéo qui a très très peu de vues, hélas. Mais je vous invite à aller la voir. Faites-moi penser à mettre le lien dans la description, si j'ai oublié. Cette vidéo sur la datation qui est donc qui vous explique exactement tout ça dans le détail. Là, ce qui nous intéresse, c'est le fait que du coup, Sterkfontein, en tout cas le membre 4 qui a donné tous les australopithèques, a été redaté entre 3,5 et 3,7 millions d'années, alors qu'avant on pensait qu'il avait environ 2,5 millions d'années. Ça veut dire que le membre 4 et tous les australopithèques qu'il contient vient de prendre 1 million d'années dans la tronche. Alors c'est une date qui est très débattable, parce que notamment elle est pas super cohérente avec la faune qui est censé provenir du membre 4 de Sterkfontein. Alors, soit c'est la faune qui a rien à foutre là, soit c'est les australopithèques, soit c'est la date qui est pas bonne aussi, c'est pas impossible. Mais en tout cas, si cette date de 3,5 à peu près, 3,5, 3,6 millions d'années se confirme, alors les australopithèques d'Afrique du Sud sont plus vieux qu'Australopithecus afarensis, donc Lucie, qui est à 3,2. Et ils sont à mi-chemin entre Australopithecus afarensis et les plus vieux australopithèques qui sont à environ 4,2 millions d'années. Donc Australopithecus anamensis, aussi d'Afrique de l'Est. Si cet article s'avère avoir, si cette étude s'avère avoir raison, ça veut dire que les Australopithecus d'Afrique du Sud viennent subitement de passer de branches, de rameaux, on va dire, cul-de-sac des Australopithèques perdus en Afrique du Sud, et qui a donné aucun descendant et qui était relativement jeune. Donc c'est passé de ça à bing, en plein milieu de la grande diversification des australopithèques entre 4 et 3 millions d'années, quoi. Donc ça remet en fait finalement l'Afrique du Sud au centre du débat sur l'origine des hominini, alors qu'on avait tendance à focaliser surtout sur l'Afrique de l'Est récemment. Notamment avec les travaux qui ont été réalisés par les Licky, qui ont montré que l'Afrique de l'Est c'était quand même un grand pôle de diversité des homininés. Bon là, ça replace finalement l'Afrique du Sud au centre du débat et au centre de l'évolution, au centre du réseau évolutif, on va dire, des australopithèques et de la diversification des homininés entre 4 et 3 millions d'années. On reste avec les grandes icônes de l'évolution et toujours dans une grande revue, Nature Scientific Reports, avec cette grande icône de l'évolution, comme je le disais, qui est le pouce du panda, popularisé par Stephen Jay Gould dans le livre éponyme, le pouce du panda, qui n'est pas un pouce, je le rappelle, mais qui est un sésamoïde, c'est-à-dire un os surnuméraire de la main. Vous voyez, la main d'un panda a 1, 2, 3, 4, 5 doigts, et le sésamoïde, donc, qui a la même fonction qu'un pouce opposable, qui est très très allongé sur la main du panda, et qui sert au panda finalement à effeuiller les tiges de bambou avant qu'il les consomme. Et donc, ce que les chercheurs chinois qui ont écrit cet article ont découvert, c'est un pouce de panda, un sésamoïde, qui date de entre 5 et 7 millions d'années. Donc on va arrondir à 6 millions d'années pour la forme. Donc voilà, ici vous avez l'évolution, le registre fossile complet des pandas, avec ici le panda moderne et son pouce bien crochu comme ça. Et donc là, ce qu'ils viennent de démontrer, c'est que jusqu'à 6 millions d'années, on trouve un sésamoïde allongé chez les pandas. Alors pas aussi crochu, vous voyez, que chez les pandas modernes, c'est ce qui est représenté ici. Il n'est pas aussi crochu, alors ça montre qu'il était tout nouveau à l'époque. Mais vu qu'il est là, eh bien ça montre que ces pandas qui vivaient il y a 6 millions d'années étaient déjà adaptés à un régime alimentaire à base de bambou. Ça veut dire qu'il y a 6 millions d'années, les pandas mangeaient déjà du bambou. Et ça, c'était pas forcément gagné à la lumière du registre fossile qu'on avait des pandas, puisqu'on n'avait que des dents, jusqu'à il y a au moins 21 millions d'années, c'est-à-dire début du Miocène. On a des dents de panda,
qui montrent qu'ils étaient herbivores déjà, donc ça fait depuis 21 millions d'années qu'ils sont herbivores, mais on ne savait pas quand est-ce que ils avaient commencé à consommer du bambou, et exclusivement en l'occurrence du bambou, parce que c'est quand même un régime alimentaire super spécial de manger uniquement du bambou. Donc on ne savait pas quand est-ce que ça s'était apparu. Avec la présence de cet os sésamoïde qui n'a pour fonction connue que d'effeuiller les tiges de bambou, ça montre très clairement qu'il y a 6 millions d'années, les pandas étaient déjà adaptés à ça. Alors peut-être, et donc c'est l'espèce Elurarctos lufegensis, dont on possède les dents et maintenant le sésamoïde, et peut-être même que son ancêtre Elurarctos yanomourensis, yuanmuensins, possédait peut-être aussi cette adaptation, mais on ne le sait pas, on n'a pas encore retrouvé de reste de ses membres. Mais donc voilà, ça repousse quand même l'origine de la consommation de bambou à presque 6 millions d'années. 6 millions d'années, c'est quand même énorme, hein. 6 millions d'années, c'est pas rien, hein, parce que 6 millions d'années, ça nous ramène à Aurorine. Hein. Aurorine, et à 7 millions d'années, on est à Sahelanthropus. Donc là, on est quand même sur une échelle évolutive qui est à peu près la même que celle de l'évolution humaine. Et déjà, à l'époque, ils avaient ce régime alimentaire hyper spécialisé. Donc c'est un peu comme si les pandas avaient déjà été poussés dans cette niche extrême il y a très longtemps. Et il n'est pas impossible, vous voyez, à la lumière du registre fossile qu'on a là, on a une espèce qui à chaque fois à laquelle en succède une autre et ainsi de suite, sauf dans cette espèce de trou dans le registre fossile là, mais on n'a jamais plus d'une espèce de panda à la fois. Donc ça suggère fortement que chaque espèce est ancestrale de la suivante, ce qui est suggéré par ce diagramme. Et ça suggère que les pandas, ils étaient déjà coincés dans cette niche écologique un peu refuge depuis très 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 longtemps. On reste dans les espèces iconiques, mais cette fois on se déplace vers les dinosaures. Et oui, avez-vous prévu d'avoir des dinosaures dans votre émission sur les dinosaures, hein? Et oh, c'est maintenant. C'est maintenant les dinosaures, les grands théropodes carnivores. Tyrannosaurus Rex, mesdames et messieurs. Non, je déconne, c'est pas sur Tyrannosaurus Rex, mais beaucoup de gens se sont plaints. Beaucoup de gens se sont plaints parce que la communication des médias sur cet article-là s'est fait autour de il a des petits bras comme Tyrannosaurus Rex, et tout le monde s'est plaint de ouais, il y en a marre qu'à chaque fois les gens ils comparent leurs dinosaures à Tyrannosaurus Rex, et oui, mais là pour le coup, c'est rare quand je prends la défense des médias, hein, surtout en matière de communication scientifique, mais là pour le coup, c'est pas leur faute, c'est dans l'article, voilà, Current Biology, grosse revue d'ailleurs, hein, gros succès, c'est dans l'article, dans la première ligne, que T-Rex est mentionné. Donc c'est les chercheurs eux-mêmes qui ont comparé leur découverte à T-Rex. À partir de là, c'est pas la faute des journaleux s'ils ont fait la communication autour, quoi. Je veux dire, ils y peuvent rien. Bon. Donc c'est effectivement les chercheurs eux-mêmes qui comparent leur espèce à T-Rex, et c'est pas juste pour faire le buzz, il y a, vous allez le voir, de bonnes raisons de le faire. Current Biology, donc, découverte d'un nouveau dinosaure Carcharodontosauridae, donc les dinosaures théropodes avec des dents de requin, hein, parce qu'elles sont bien compressées et très tranchantes. Et un nouveau dinosaure théropode Carcharodontosauridae d'Amérique du Sud, et vous connaissez bien ces dinosaures puisque vous avez certainement vu le Giganotosaurus de Jurassic World, hein, exemple typique de Carcharodontosauridae. Évidemment, il y a Carcharodontosaurus aussi d'Afrique d'Afrique du Nord, pardon. Faut pas que je place tout en Afrique du Sud, attention, hein, légère déformation professionnelle. Carcharodontosaurus d'Afrique du Nord, et vous avez Acrocanthosaurus qui, si je ne m'abuse, vient d'Amérique du Nord. Donc Acrocanthosaurus qui avait fait un caméo dans Jurassic Park 1, d'ailleurs, sous la forme d'une petite fiole, les vrais savent. Bref, vous connaissez au moins forcément Giganotosaurus en Carcharodontosauridae, et donc là, on a un nouveau Carcharodontosauridae, mais cette fois d'Amérique du Sud, comme Giganotosaurus, et c'est Meraxes gigas. Donc Meraxes parce que dragon de Game of Thrones. Bon, je crois pas que Meraxes soit dans Game of Thrones, il est dans les épisodes précédents, les préquels. C'est un des dragons Targaryens qui a disparu avant Game of Thrones, avant l'histoire de Game of Thrones, mais c'est une référence à ça. Et Gigas, parce qu'il est méga balèze. Alors, méga balèze comment, me direz-vous? Est-ce qu'il est aussi gros que Giganotosaurus? C'est la première question qui vient. Donc, vous voyez là, sur cette échelle stratigraphique du Crétacé,
Meraxès a vécu juste après Giganotosaurus, hein, voilà, il est à peu près du même âge, début de la fin du Crétacé. Hein. Vous avez la fin du Crétacé, il y a le début de la fin du Crétacé, qui est aussi du coup le début de la fin des dinosaures. Eh bien, il vient du début de la fin du Crétacé, environ 100 millions d'années, hein, comme vous pouvez le voir ici, un peu plus jeune que 100 millions d'années. Et donc, est-ce qu'il est aussi gros que Giganotosaure? Bon, alors Giganotosaure avait un crâne qui faisait entre 156 et 180 cm. Donc 1m50 à 1m80. On n'a pas tout le crâne de Giganotosaurus, alors c'est qu'une estimation, c'est pour ça que c'est fait à la louche. Mais en gros, si vous avez une baignoire dans laquelle vous pouvez vous allonger complètement, bah c'est à peu près ça. Voilà. Par contre, si vous avez les pieds qui dépassent, vous avez un crâne d'Acrocanthosaurus, 1m20, ou de Meraxès, 1m30 à peu près, 1m27, là ils disent, bah donc à peu près 1m30. Donc voilà, si vous pouvez pas vous allonger totalement dans votre baignoire, vous avez en gros un crâne de Meraxès. Oui, la baignoire c'est devenu une unité de mesure pour la taille du crâne complètement standard. Voilà, donc pour avoir une baignoire de la taille d'un crâne de Giganotosaurus, faut avoir une baignoire de riche. C'est à peu près ça l'idée. Une baignoire de 1m80 où tu peux t'allonger complètement. C'est un jacuzzi quoi le gars. Donc Meraxès était à peu près de la taille du coup de Acrocanthosaurus si on peut en juger par la taille du crâne. Et le crâne est très très bien préservé. Vous voyez que Meraxès il a surtout cet avantage par rapport aux autres Carcharodontosauridae et notamment Giganotosaurus, il a cet avantage d'être beaucoup mieux connu, les parties en blanche sur ce diagramme étant les parties de Meraxès connues. Donc on a un beau crâne, on a de beaux membres antérieurs et on a de beaux membres postérieurs avec même un beau bout de queue. Et c'est justement là que ça devient intéressant, c'est que les membres antérieurs de Meraxès, ils sont ridiculeusement petits. Et ça doit vous rappeler les abélisaures. Pas seulement évidemment les abélisaures, les tyrannosaures, aussi les tyrannosauridés, notamment parmi les tyrannosauroïdes, Tyrannosaurus rex en tête évidemment, on ne peut pas ne pas penser à lui, avait des petits bras réduits, mais avec quand même une articulation du coude toujours à peu près fonctionnelle, contrairement aux abélisauroïdes, aux abélisauridés, pardon. Par contre, contrairement au tyrannosaure, vous voyez, il avait toujours ses 3 doigts. Vous voyez, 1, 2, 3. Il conservait encore ses 3 doigts. Donc les bras de Meraxès étaient tout petits, et ça engage les chercheurs de cette étude à nous proposer l'hypothèse, enfin, à nous rappeler les hypothèses sur la réduction des bras chez Tyrannosaurus, et à nous dire, bah, voyez, si c'était une tendance évolutive à la fois chez les abélisauridés, à la fois chez les tyrannosauridés, et maintenant aussi chez les Carcharodontosauridae, alors il est fort probable qu'il y ait une tendance générale chez les grands théropodes à avoir des bras de plus en plus petits au fur et à mesure que le crâne devenait gigantesque. Donc en gros à développer une grande gueule et des petits bras. Ça marche surtout chez les Carcharodontosauridae et Tyrannosaurus, et les Tyrannosauridés. On va pas se mentir, chez les abélisauridés, le crâne reste quand même relativement petit. Ceci dit, j'ai pas envie de me faire choper par un abélisauridé non plus. Les abélisauridés les plus connus, c'est Carnotaurus, par exemple. Donc, mais du coup, ça montre, enfin du moins ça tente à suggérer que la réduction des bras accompagne l'augmentation de la taille du crâne chez les grands prédateurs carnivores de la fin du Crétacé. Donc un crâne massif irait de pair avec des bras réduits. Et ça, je vous rappelle, le dernier Paléo News, il y avait un article de Padian là-dessus, dont j'avais parlé dans le dernier Paléo News, qui disait, dans l'absolu, développer une grosse tête, ça remplace en fait la fonction des bras, puisque la grosse tête sert à la préhension des proies, et après le tyrannosaure ou le Carcharodontosaure, le Meraxès, peut se servir de ses pattes pour attraper les proies, exactement comme le font les rapaces modernes. Les rapaces modernes ne se servent pas de leurs bras plus que ça pour attraper les proies, ils s'en servent pour se déplacer. Mais bon, ces animaux-là, ils couraient, donc ils n'ont pas besoin de leurs bras pour se déplacer. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir de gros bras. Et ce que Kevin Padian a proposé dans son article, c'est que en gros, juste avoir la tête qui remplace les bras dans la fonction de préhension des proies, ça justifierait pas finalement la réduction des bras, ça justifierait il se réduirait, mais pas aussi drastiquement que ce qu'on voit chez Tyrannosaurus ou ici chez Meraxès. Par contre, si on considère que les tyrannosauridés notamment communiquaient par morsure, et ça, on sait qu'ils le faisaient parce qu'il y a énormément de morsures sur les crânes de Tyrannosaurus, les crânes, les mandibules partout. Les Tyrannosauridés, on a longtemps cru qu'ils étaient cannibales à cause de ça, mais en réalité, c'était probablement une fonction de communication. C'est comme ça qu'ils se communiquaient entre eux. Ils se foutaient sur la gueule, clairement. C'était des hooligans, quoi. et ben,
Si on prend la fonction de communication passant par la morsure comme comme quelque chose de fréquent chez les tyrannosauridés, bah il est très probable que des bras qui traînaient dans le passage se faisaient souvent emporter, hein. Et puis il y a des grosses artères qui passent dans les, dans les bras. Il y a des grosses artères. Vous pouvez rapidement perdre beaucoup de votre sang, surtout que c'est juste à côté du cœur. Donc vous pouvez rapidement perdre tout votre sang si vous vous faites choper le bras et arracher par un tyrannosaure un peu vindicatif, y compris si vous êtes vous-même un tyrannosaure, juste en train de communiquer de façon musclée. Donc ça aurait agi comme une pression de sélection contre la présence de gros bras très puissante chez les tyrannosauridés et donc peut-être même chez les carcharodontosauridés, mais on n'a pas autant de beaux crânes de carcharodontosauridés qu'on a de tyrannosauridés. Donc il va falloir attendre un petit peu pour en savoir plus, mais en tout cas il y avait une vraie justification au fait qu'on parlait de T-Rex en guise de comparaison avec Meraxes. Il y avait une vraie justification donnée par les scientifiques eux-mêmes, hein. Vous voyez la première ligne du résumé, Tyrannosaurus Rex. C'est pas la faute des médias pour une fois. On continue avec les gros prédateurs iconiques. Ah là, on a été servi, hein. Ce mois de juin, on a été servi en gros prédateurs iconiques puisque on passe des Carcharodontosauridés au mégalodon, Otodus mégalodon, le fameux requin géant, en tout cas le requin aux dents géantes. On n'a jamais trouvé de vrai squelette complet de mégalodon, donc on sait au moins que ses dents étaient géantes et que ses vertèbres étaient balèzes, mais c'est tout ce qu'on sait. Et donc il y a 2 articles qui sont sortis sur mégalodon pendant ce mois de juin, et 2 articles qui, donc un dans Nature Communication et un autre dans Science Advances. Les 2 articles n'ont rien à voir, en tout cas pour ce que j'ai pu voir dans la liste des co-auteurs, c'est pas du tout les mêmes équipes, publiés dans 2 revues concurrentes, voilà, les 2 plus grosses revues scientifiques qui sont concurrentes, et ces 2 articles arrivent à 2 conclusions totalement opposées. C'est ça la science, ça veut rien dire. Voilà, c'est quand même vachement curieux de se dire, les mecs se sont pas concertés, ils ont publié dans 2 revues scientifiques qui sont concurrentes. Ils ont regardé à peu près les mêmes choses, hein. Ils ont regardé les isotopes. Les isotopes, si vous connaissez pas, c'est la chimie. Donc, en l'occurrence, la chimie des dents. La composition chimique des dents de mégalodon. Ils ont regardé les isotopes des dents. Et ils ont conclu des choses radicalement opposées. Donc, il s'agit, pour les 2 articles, de discuter la position trophique de mégalodon. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la position de mégalodon dans la chaîne alimentaire. Donc dans la chaîne alimentaire, il y a 2 grandes hypothèses. L'hypothèse que mégalodon avait une position trophique relativement basse, c'est-à-dire qu'il était bas dans la chaîne alimentaire. Alors ça veut pas dire qu'il n'était pas prédateur, hein, mais ça veut dire que mégalodon s'attaquait directement aux baleines. Les baleines qui mangent elles-mêmes du plancton, les planctons qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc si mégalodon se nourrit de baleines, donc en l'occurrence à l'époque de mégalodon c'était les cétotères, les baleines cétothéridées, qui étaient de taille moyenne comparées à nos baleines modernes qui sont gigantesques, enfin la plupart, les baleines les plus connues modernes je veux dire. Bref, si mégalodon se nourrissait de ces baleines, alors il était relativement bas dans la chaîne alimentaire puisque il consommait un consommateur de ressources primaires. Voilà, donc c'était un prédateur d'un truc qui consommait des ressources primaires. Par contre, il y a l'autre hypothèse qui dit que mégalodon était un consommateur de prédateurs qui eux-mêmes consommaient des prédateurs qui eux-mêmes consommaient des trucs de producteurs primaires. Donc là, dans ce cas-là, mégalodon aurait été un super prédateur, un prédateur au-dessus des prédateurs dans le réseau trophique, dans la chaîne alimentaire, dans la pyramide alimentaire. Donc c'est ça, un super prédateur. Un super prédateur, c'est un prédateur au-dessus des prédateurs. Un prédateur comme ça, dans les mers d'aujourd'hui, c'est l'orque, par exemple. Les orques, elles consomment des requins blancs, qui eux-mêmes consomment des dauphins et des otaries et des phoques, qui sont eux-mêmes des consommateurs de poissons. Vous voyez ? Donc les orques, ce sont des prédateurs de prédateurs, de prédateurs, de prédateurs. C'est un super prédateur, l'orque moderne. Et donc il y avait l'hypothèse que mégalodon puisse être
ce genre de super prédateur. C'est un prédateur qui aurait bouffé d'autres prédateurs, qui eux-mêmes bouffaient des prédateurs, qui eux-mêmes bouffaient des prédateurs, qui eux-mêmes bouffaient du poisson, qui mangeaient du plancton. Donc, pour confronter ces deux hypothèses, et l'intérêt de savoir ça, en fait, c'est surtout l'intérêt de savoir comment Mégalodon s'est éteint. Parce que si Mégalodon était un super prédateur, il s'est probablement pas éteint pour la même raison que s'il était juste consommateur de baleines à fanon, de mysticètes. Pourquoi ? Parce que il y a le grand requin blanc notamment. Le grand requin blanc, il y a l'hypothèse que il ait pu rentrer en concurrence avec le mégalodon et que c'est pour ça que Mégalodon aurait disparu. Parce que le requin blanc serait devenu un concurrent trop important d'un mégalodon ayant beaucoup trop gros pour ne pas demander trop de ressources en fait. Donc le mégalodon demandant beaucoup plus de ressources que le requin blanc pour se maintenir, le requin blanc étant plus petit et donc se reproduisant plus vite, aurait gagné en fait au jeu de la concurrence avec Mégalodon. Mais ça marche que s'ils sont du même niveau trophique. S'ils sont pas du même niveau trophique, et du coup ça ne marche plus. Alors le requin blanc actuel, c'est un super prédateur. C'est pas autant que les orques, mais c'est un super prédateur. Il mange lui-même des dauphins et des otaries et des phoques, qui sont eux-mêmes des prédateurs de poissons, qui peuvent eux-mêmes être des poissons carnivores. Donc ce sont des super prédateurs, donc ils sont relativement hauts dans la chaîne trophique. Est-ce que c'était le cas à l'époque où Mégalodon vivait ? Question 1. Est-ce que les requins blancs qui ont vécu à l'époque de Mégalodon, ou les ancêtres des requins blancs qui ont vécu à l'époque de Mégalodon, étaient aussi dans le même niveau trophique ? Question numéro 1. Question numéro 2. Est-ce que Mégalodon appartenait au même niveau trophique que ces requins blancs de l'époque ? Et donc ces deux articles vont essayer de répondre à ces questions afin de déterminer est-ce que le requin blanc a joué un rôle dans l'extinction de Mégalodon. Alors cet article est là, regardez, on va quand même finir par en parler de ces articles. Cet article, alors première chose sur cet article, Jean-Jacques Hublin au générique. Je m'y attendais pas. Jean-Jacques Hublin, pour ceux qui connaissent pas, c'est un paléoanthropologue français. Je m'attendais pas à voir son nom dans un article sur Mégalodon, surtout sur des isotopes. Je crois pas qu'il soit spécialement dans les isotopes. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir son nom ici, donc voilà. c'est super. Enfin, je dis pas ça méchamment, je suis juste surpris de voir Jean-Jacques Hublin au générique, mais tant mieux. Donc là, on regarde les isotopes du zinc. Donc le delta zinc 66, qui est un ratio entre deux formes isotopiques de zinc, il n'y a pas besoin de savoir lesquelles, pour comprendre que, en gros, quand ce ratio est élevé, comme chez le requin-baleine par exemple, eh bien vous êtes un consommateur primaire. Donc le requin-baleine, il mange directement le plancton, il est très bas dans la pyramide alimentaire. À l'inverse, ici, vous avez le grand requin blanc, Carcharodon carcharias, voilà ici, le grand requin blanc, Carcharodon. Et donc Carcharodon, ici, il a beaucoup moins sa valeur de delta zinc est beaucoup moins élevée que celle du requin-baleine. Il est donc dans un niveau trophique plus élevé, c'est exactement ce que je vous disais, c'est un super prédateur. Donc ils ont testé sur les requins modernes, là c'est ce que ce tableau montre, ils ont testé que le delta zinc marchait sur les requins modernes, et ensuite donc ils ont testé sur les requins éteints, afin de déterminer si les requins blancs, donc toujours représentés en rose, alors les requins blancs ou leurs ancêtres, parce que là c'est Carcharodon astalis, que vous connaissez peut-être sous le nom de Cosmopolitodus ou Isurus astalis, mais peu importe, c'est un ancêtre du requin blanc. Donc en rose ici vous avez les requins blancs, en bleu vous avez les mégalodons ou les otodus, ancêtres de l'otodus mégalodon, ici Chubuensis. Et donc ils ont regardé ça à travers le temps, donc le Miocène, la transition Miopliocène et le Pliocène. Donc, et les autres, c'est les autres requins, mais on va pas s'y intéresser, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Et donc, ce qu'ils ont vu, c'est que de temps en temps, à certains endroits, comme par exemple en Allemagne, le requin blanc, enfin, l'ancêtre des mégalodons et l'ancêtre des requins blancs étaient à deux niveaux trophiques différents, mégalodon étant dans un niveau trophique plus élevé, et de temps en temps, comme à Malte, ils étaient au même niveau trophique, à peu près. Ici, ils vivaient pas ensemble, et là, ils revivent ensemble au Pliocène, et au Pliocène, ils ont à peu près le même niveau trophique. Donc quand on regarde à travers le temps, c'est pas clair. Apparemment, ils étaient dans des niveaux trophiques différents, et ils sont passés dans le même niveau trophique, ce qui pourrait expliquer, du coup, quand Mégalodon... En fait, là, l'idée, c'est que Mégalodon avait un niveau trophique, donc, qui était plus élevé, et que ce niveau trophique a baissé au Pliocène, au niveau de
du requin blanc, et que du coup, c'est comme ça, il se serait concurrencé, et le requin blanc, comme je l'ai dit, aurait gagné. Mais, ça c'est quand on regarde à travers le temps. Maintenant, si on regarde juste les valeurs moyennes en général, bah l'ancêtre du mégalodon, il avait donc un niveau trophique plus élevé que le mégalodon lui-même. Donc mégalodon, ce qui va quand même de pair avec l'idée que mégalodon lui-même consommait des baleines, puisqu'il a un niveau trophique plus faible. Et l'ancêtre du requin blanc, ici représenté par Astalis, voilà, avait lui aussi un niveau trophique plus bas. Donc a priori, on aurait les ancêtres des mégalodons qui auraient évolué vers le même niveau trophique que le requin blanc, ce qui est quand même, enfin que l'ancêtre du requin blanc, ce qui est quand même hyper contre-intuitif. Et le requin blanc lui-même aurait évolué dans la direction opposée, puisque là vous voyez les requins blancs modernes, Carcharodon carcharias, ont un niveau trophique hyper élevé. Donc ils étaient pas super prédateurs, ils sont devenus super prédateurs après. Enfin ils étaient super prédateurs et ils sont devenus super prédateurs après. Donc c'est quand même presque le schéma opposé de ce qu'on s'attend à trouver s'ils étaient rentrés en concurrence. S'ils étaient rentrés en concurrence, on s'attend à avoir une exclusion, en fait, l'un de l'autre. Pas qu'ils se rentrent dans le lard. Donc c'est plutôt curieux. Et surtout, ce qu'il y a à voir là-dessus, bah, c'est que d'une part, on a un signal qui est très mitigé, hein, très contradictoire, quand on regarde ça au travers du temps, mais alors quand on regarde ça juste avec les moyennes, on a surtout des moyennes avec des dispersions autour de la moyenne qui se chevauchent de façon horrible. Donc le signal est pas très net. Là, on a vraiment un signal qui est aussi peu net qu'il peut l'être. Donc bon, leur conclusion, c'est que il y a eu possiblement concurrence entre le mégalodon et le requin blanc. Possiblement, mais c'est la première fois apparemment qu'ils utilisaient les isotopes du zinc, donc je pense qu'il va falloir attendre quand même de nouvelles études pour pouvoir en avoir le cœur net. Et à l'inverse, on a l'étude qui regarde cette fois les isotopes de l'azote et qui arrive à la conclusion totalement opposée, qui est que, donc si vous regardez ce tableau, encore une fois, de gauche à droite, le temps qui se déroule, là, Crétacé, Paléocène, Éocène, Oligocène, Miocène, hein, on se rapproche à l'époque moderne ici. Eh bien, on a les ancêtres de Otodus mégalodon, donc les ancêtres du mégalodon à droite de chaque colonne, et à gauche, on a les autres requins, et on va voir au bout d'un moment le requin blanc arriver, vous voyez ici, Carcharodon au Miocène. Mais d'abord, on n'a pas de requin blanc. Donc les ancêtres du mégalodon, que sont Crétolamna puis Otodus au Crétacé et au Paléocène respectivement. Au Crétacé, Crétolamna, il a un niveau trophique relativement bas, et puis ce niveau trophique s'élève. Alors le delta azote, ça se lit pas pareil que le delta zinc. Là, l'azote s'accumule dans la chaîne alimentaire, donc l'azote 15, s'accumule dans la chaîne alimentaire, donc en fait, là, plus le point est haut, plus le niveau trophique est élevé. Et donc les premiers otodontidés, comme Crétolamna, étaient avaient le même régime alimentaire que les autres requins, donc c'était des prédateurs, mais au Paléocène, Otodus commence à se distinguer en tant que super prédateur, puis à l'Éocène en tant que super méga prédateur, position qu'il va garder ensuite à l'Oligocène, et que Mégalodon, le descendant d'Otodus, va conserver ensuite jusqu'au Pliocène. Donc Mégalodon apparaît au Miocène, et au Pliocène, il conserve cette position de super prédateur, position de super prédateur qui, d'après eux, n'a jamais existé chez aucun autre requin, y compris Carcharodon que vous voyez là, et qui est ici, alors qu'il y a une position relativement haute, vous voyez, par rapport aux autres requins, si vous tracez une droite ici comme ça, les autres requins ont une position relativement basse dans la chaîne alimentaire. Carcharodon, lui, il est déjà relativement élevé dans la chaîne alimentaire, mais loin d'être aussi élevé que Otodus mégalodon. Donc Otodus mégalodon était un hyper prédateur. On va faire une terminologie à la Dragon Ball Z. Otodus mégalodon, c'était un méga guerrier. Carcharodon, c'était un hyper guerrier, et les autres requins, ce sont juste des super guerriers. Voilà. On fait de la terminologie, mais alors super génial. Donc en fait, Mégalodon occupait, selon eux, une place dans l'écosystème
qui n'existe chez aucun requin actuel, y compris le requin blanc. Donc il n'y avait pas, selon eux, de concurrence entre le mégalodon et le grand requin blanc. Donc l'extinction de mégalodon devient un énorme mystère, et selon eux, du coup, le mégalodon ne se nourrissait pas de mysticètes, contrairement à ce que tout le monde dit. Parce qu'on a des traces quand même de dents assez évidentes sur des ossements de mysticètes qui disent que mégalodon, autant que le requin blanc d'ailleurs, se nourrissait de mysticètes. Mais apparemment, mégalodon pouvait se nourrir encore à des niveaux trophiques au-dessus. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus de manger des prédateurs. Bah, certainement comme les orques, en fait, ils devaient se nourrir de requins blancs. Voilà. Je sais pas, c'est certainement un truc comme ça, quoi. Ils devaient se nourrir de requins blancs. Faut voir qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus notamment au Miocène, il y avait une plus grande diversité de dauphins qu'il y en a aujourd'hui. Les cétacés étaient beaucoup plus diversifiés au Miocène qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc, il devait y avoir aussi une plus grande diversité de fait de réseaux trophiques à l'intérieur des dauphins eux-mêmes. Donc, il devait y avoir des dauphins qui étaient déjà des super prédateurs, l'équivalent des orques aujourd'hui. Et donc, le mégalodon aurait pu être le prédateur de ces super prédateurs, en fait. Donc c'est quand même une hypothèse super intéressante. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, cet article contredit assez monumentalement l'article précédent. Et les deux articles, comme j'ai dit, sont sortis en même temps. Donc, que conclure sur le réseau trophique sur la place dans le réseau trophique de mégalodon? Point d'interrogation. Affaire à suivre. Et on va terminer ce Paléo News avec une nouvelle qui, pour une fois, est une véritable nouvelle qui révolutionne ce qu'on croyait savoir sur l'évolution des cétacés, cette fois. Pas des homininés. Alors, je suis toujours le premier à dire que les médias, ils en rajoutent des tonnes en disant, à chaque fois qu'on découvre le moindre bout d'ossement humain ou que ce soit, ils se mettent à clamer, waouh, ça révolutionne tout ce qu'on croyait savoir sur l'évolution. Alors que ça révolutionne que dalle. Mais que dalle. Ils nous ont ressorti ça avec Denisova. J'ai fait toute une vidéo sur Denisova récemment. Ils nous ont ressorti ça avec Denisova en disant ça révolutionne ce qu'on croyait savoir sur Denisova parce qu'on avait découvert une dent de Denisova, enfin des chercheurs français dont Clément Zanoli, qu'on avait interviewé sur notre chaîne. Ils ont découvert une dent de Denisova au Laos. Et waouh, ça révolutionne tout ce qu'on croyait savoir sur Denisova. Bah non, pas du tout. Puisque justement, on s'attendait à trouver des restes de Denisoviens en Asie du Sud-Est. D'après la répartition des gènes de Denisova dans le monde entier, on devait trouver des fossiles de Denisova en Asie du Sud-Est, parce que c'est là qu'il y a une des plus grandes concentrations de gènes de Denisova chez les populations d'Homo sapiens modernes, à part l'Indonésie. Donc oui, il y aurait dû y avoir des Denisova ici. C'était même étonnant en fait qu'on n'ait pas trouvé de fossiles à cet endroit-là. Bon maintenant c'est fait, mais n'empêche que ça n'a rien révolutionné. Je veux dire, ça a juste confirmé une hypothèse qui avait été faite sur l'ADN. Donc voilà, ils sont toujours prompts comme ça à en rajouter des tonnes. Et puis là, pour une fois, il y a une découverte qui est publiée dans une grosse revue scientifique qui révolutionne littéralement 30 ans. Là, vous voyez, il y a un tableau noir sur lequel on a écrit à la craie tout ce qu'on sait de l'évolution des mysticètes depuis 30 ans. Cette étude-là, que je vous montre à l'écran, elle a pris la brosse et elle a tout effacé. Voilà. Et elle a fait un doigt du milieu et elle est partie. Voilà. Elle a fait un doigt du milieu à la classe et elle s'est barrée. Donc elle s'est barrée parce que les je sais pas pourquoi là pour le coup les médias n'en ont pas parlé. Elle est passée complètement sous le radar, alors même qu'elle révolutionne littéralement tout ce qu'on croyait savoir sur l'évolution des baleines à fanon. Donc les baleines à fanon, elles ont des fanons. Bon, jusque là rien de révolutionnaire. Et en fait, ces fanons, on croyait jusqu'à présent qu'ils laissaient des traces sur le palais des baleines à fanon, donc c'est les traces qui sont représentées ici en noir, laissaient des traces sous la forme de sillons et de petits foramen, des petits trous. On pensait que ça, c'était dû à la présence des fanons. Et de fait, quand on trouvait les mêmes petits trous chez des fossiles de baleines, chez des fossiles de cétacés, comme Simocetus et Aethiocetus, quand on trouvait les mêmes petits trous, alors on les voit pas super bien sur la photo, mais ils sont indiqués ici, par ces espèces de carrés là. Donc ces espèces de carrés nous indiquent la présence de sillons, là on en voit un très bien là de sillons, et de foramen. Donc ces sillons, ces foramen, on s'est dit, vu qu'ils sont présents chez des baleines fossiles, c'est que ces baleines fossiles devaient avoir
aussi des fanons. Et ce qui était extraordinaire, c'est que Simocetus et Aetiocetus, par exemple, ont aussi des dents. Donc il y avait toute une étape de l'évolution des baleines où on s'imaginait en fait qu'il y avait à la fois des dents et à la fois des fanons. Parce que les fanons ne sont pas des dents, justement. Les fanons, c'est de la kératine, c'est comme des poils qui vous poussent sur le palais. Les dents, elles ont disparu chez les baleines à fanons au profit des fanons qui sont utilisés pour filtrer l'eau. Et donc on avait élaboré tout un système d'évolution, en fait, basé sur l'anatomie dentaire, notamment de ces cétacés, où en fait les dents, comme chez les phoques crabiers, avaient servi pendant un temps à filtrer l'eau. Donc les phoques crabiers, ils utilisent leurs dents pour filtrer l'eau, et on voit chez les baleines comme par exemple Janjucetus et Mamalodon, qui viennent de l'Oligocène, on voit que les dents ressemblent beaucoup aux dents du phoque crabier, elles ont cette morphologie-là, un peu comme mes mains là maintenant, et en fait l'eau pouvait filtrer au travers des dents pour retenir la nourriture, exactement comme le fait le phoque crabier. Et on s'imaginait en fait que les fanons s'étaient développés en parallèle, basés sur la présence de ces sillons, que les fanons s'étaient développés en parallèle, et que du coup le développement des fanons d'un côté, graduel, avait fini par remplacer les dents qui avaient fini par être perdues parce qu'elles étaient devenues redondantes avec la fonction des fanons. Donc ça, c'est le scénario évolutif qui s'est construit au fur et à mesure de 30 ans de découvertes scientifiques qui se sont accumulées, etc., etc. Et cet article-là, il fout tout en l'air parce qu'il nous dit tout purement et simplement, vous voyez ces sillons-là que vous croyez être présents chez les baleines uniquement? Ils sont pas présents chez les baleines uniquement. Vous voyez ici l'hippopotame, alors ils ont une image un peu plus distincte que ça, ou peut-être pas. Vous voyez ici chez l'hippopotame par exemple, ils sont là. Vous voyez, là ils sont en rouge en plus, du coup on les voit bien. On voit les mêmes foramen et les mêmes sillons chez l'hippopotame. Et ils ont fait ça chez plein d'autres mammifères, et quasiment tous les mammifères en fait ont des foramen sur le palais, et plus ou moins de sillons qui ressemblent exactement à ceux des mysticètes. Donc en fait, les hippopotames, je veux dire, ils ont... Tiens, là on les voit très bien, là. Vous voyez, tous ces petits foramen, là on les voit très 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 bien. Bien, même mieux, plus développés même que chez les baleines elles-mêmes, vous voyez, de ce côté-là. Les hippopotames, pour autant qu'on sache, ils ont pas de fanon. Hein. Donc ça fout tout, absolument tout, par terre. Ce qu'on croyait être le signe de la présence de fanon chez les mysticètes fossiles n'en est en fait pas un. Et pouf, on efface le tableau, et on recommence à zéro. Alors, on recommence pas tout à fait à zéro quand même, parce qu'il y a un truc qu'il faut quand même souligner, c'est que, par exemple, là, Dorudon, qui est ça ressemble beaucoup à Basilosaurus, un Dorudon. Dorudon, vous voyez, il a un museau très très étroit. Alors que vous voyez, les baleines à fanons, ces baleines-là, ici, donc, qu'on pensait avoir des fanons, mais peut-être pas, en réalité, elles ont un museau triangulaire. Et ce museau triangulaire, il est quand même très très ressemblant à celui des baleines modernes. Vous voyez, c'est ce museau triangulaire. Là, ça, c'est les baleines modernes. Balaenoptera, c'est les baleines à bosse et les baleines bleues, par exemple. Eschrichtius et Caperea, je crois que ce sont les baleines grises, si je ne me trompe pas. Et Eubalena, c'est la baleine franche. Voilà. Donc là, chez au moins les Balaenoptera, Eschrichtius et Caperea, vous avez un museau bien triangulaire. Donc triangulaire, pourquoi? Parce que ça fait de la place. Vous voyez, un grand palais bien large pour faire de la place pour l'insertion des fanons. Eubalena, donc les baleines franches, c'est un peu différent parce qu'elles ont une manière de filtrer l'eau qui est très différente des autres baleines, donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, voilà, la forme triangulaire du museau comme ça laisse quand même sous-entendre que cette forme triangulaire sert à faire de la place pour les fanons. Et cette forme triangulaire, on la retrouve chez Simocetus et Aetiocetus. Donc Aetiocetus et Aetiocetus avaient un palais très grand qui offrait beaucoup de surface, peut-être pour l'insertion des fanons. Mais en tout cas, c'est pas la présence des sillons qui nous l'indique. Donc c'était vachement bien la vie quand on avait les deux, hein, c'est-à-dire le museau triangulaire plus les sillons qui nous indiquaient qu'il y avait des fanons, mais on vient de perdre les sillons. Les sillons ne sont pas un bon indicateur de la présence des fanons. On n'a plus que le museau triangulaire qui, qu'on se le dise, n'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur indice quand même de la présence de fanons. Donc voilà, quand il y a une vraie découverte qui révolutionne réellement tout ce qu'on croyait savoir sur l'évolution, il faut le dire. Voilà, et ça quand même, ça mérite d'être gardé pour la fin, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire.
Voilà, ça, c'est des vraies découvertes qui remettent réellement tout à plat, et on espère que les découvertes du futur... Ceci étant dit, oui, d'ailleurs, en parlant des découvertes du futur, on a déjà découvert par le passé, c'était dans un des tout premiers Paléo News que j'en avais parlé, on avait déjà découvert par le passé des baleines où les fanons étaient préservés, des baleines fossiles où les fanons étaient préservés. Donc on sait, c'est notamment dans la formation Pisco en Amérique du Sud, donc c'est du Pliocène, 5 millions d'années à peu près, entre 2 et 5 millions d'années. Dans la formation Pisco, on a des baleines qui sont préservées avec leurs fanons. Là, les fanons sont fossilisés. Et donc on espère, de fait, que dans le futur, on va découvrir des baleines plus anciennes, dans lesquelles les téguments sont préservés, et notamment les fanons, afin de démontrer vraiment, pour de bon, si oui ou non les fanons étaient présents quand les baleines avaient encore des dents. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.